La déclaration de 72 est une déclaration sur la spiritualité. On a des mots dans la déclaration de 72, j'aurais dû vous l'apporter, comme l'alliance de, alors on ne dit pas tout à fait Dieu, mais on dit l'alliance de la création et de la nature. On dit en 1972 qu'il faut préserver la nature parce qu'elle est sacrée, etc. On ne peut plus dire ces mots-là aujourd'hui, mais c'est une grande déclaration. Malheureusement, aujourd'hui, la guerre, il faut bien employer les mots justes, la guerre religieuse au sein de l'ONU avec tout le problème de l'islam, etc., fait que on ne peut plus prononcer ces mots-là, mais je vous conseille vraiment de la lire parce qu'elle vous intéressera beaucoup. On ne disait pas à ce moment-là développement durable, effectivement. Cette notion, qui est une notion scientifique, comme je vous l'ai montré, n'était pas montée dans les sphères onusiennes. On parlait simplement d'environnement, mais on parlait aussi d'un mot très important dont on ne parle plus et qui est un mot qui est véritablement le frère du mot spiritualité, c'est le mot culture. Et Serge Antoine, par exemple, n'est-ce pas, Jean-Marie, disait toujours que le développement durable était une culture, et je partage complètement ce constat. Alors on arrive effectivement 20 ans après, en 92. Moi, j'ai eu la chance d'être la coordinatrice pour la France, pour le président de la République de Rio, et je voudrais vous dire 2 ou 3 choses là-dessus. Et j'ai été très, très étonnée, très frappée, pas étonnée d'ailleurs, mais frappée de ce qu'a dit le représentant du ministre, parce que finalement, aujourd'hui, on se rend compte à quel point le changement climatique, qui est sûrement un danger majeur, mais qui est le danger qui, finalement, accompagne de façon parfois bonne pour certaines contrées, et très mauvaise globalement, les changements en matière de biodiversité, les changements en matière de désertification, les changements en matière de pénurie d'eau, etc., etc. Eh bien, aujourd'hui, on focalise tout sur le changement climatique. Mais Rio, ça a été 4 choses très importantes. Ça a été d'abord une déclaration de Rio avec un certain nombre de principes. Vous en avez parlé, j'y reviens pas. Je prends, à mon avis, les 3 plus importants. Ce n'est pas forcément ceux auxquels on pense. Vous avez dit génération présente et génération future. Je voudrais m'arrêter un moment là-dessus. Ce n'est pas le paradis des générations futures après qu'on ait effectivement tout raté. C'est le bonheur des générations présentes. C'est très important. On caricature souvent cette maxime finalement en disant oui, mais finalement avant de s'occuper des générations futures, il faut s'occuper de nous. C'est exactement ce que dit Rio. Rio dit les générations présentes, le bonheur des générations présentes, sans compromettre le sort des générations futures. Donc il y a une égalité entre le présent, ce qu'on vit, et le futur, et ça s'appelle l'équité intergénérationnelle dans le jargon technocratique, c'est vrai, mais c'est une notion très importante. Voilà, donc ça c'est la première chose. Il y a quelque chose qui a été sacré sur le plan mondial, même s'il n'est pas toujours appliqué, loin de là, c'est le principe de précaution. Et ça, c'est un principe tout à fait nouveau, parce que nous sommes depuis 2 siècles dans une ère effectivement technique, mais surtout une ère scientifique. Il n'y a pas de technique sans science. Et en fait, tout ce qu'on dit, c'est que la science doit avancer, même avec quelques dégâts. Et là, Rio a dit, attention, il y a un principe qui doit être appliqué partout, c'est le principe de précaution. Et donc, le principe de précaution, qu'est-ce que c'est? C'est de regarder simplement. Ce n'est pas un principe de recul, comme disent certains. C'est regarder les conséquences d'une recherche avant d'adopter les résultats de cette recherche. Et c'est très important, je vais vous dire pourquoi. Tous les grands savants, lisez la vie des grands savants, quand ils ont inventé des choses à la fois remarquables mais dangereuses, les ont inventées dans l'enthousiasme et, je dirais, l'amour du risque et le culte du risque vers 30, 40 ou 50 ans, et sur le coup de 70 ans ou 80 ans, quand ils y arrivent, se mettent tous à se dire « Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ?» Voilà. Et ça, c'est un principe absolument général. Einstein l'a dit, Oppenheimer l'a dit, etc. Il y a des déclarations très fortes de tous ces gens-là. Et je crois qu'il faut vraiment penser à cela. Le troisième très grand principe,
de Rio, c'est changer les modes de production et de consommation. Alors là, je vais vous dire, changer les modes de production. Comme on est effectivement, Jean-Marie l'a dit, dans un modèle économique, on y arrive à peu près. Il y a des normes, il y a des efforts, n'est-ce pas Gilles? Il y a toutes sortes de choses qui changent dans les modes de production. Mais alors, les modes de consommation, on n'a pas fait grand-chose. Aujourd'hui, on découvre totalement la consommation durable. Moi-même, j'ai créé quelque chose sur la consommation durable parce que je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout fait depuis 92 et qui est clé parce que, comme l'a dit Jean-Marie Pelt, c'est cette façon de consommer qui met en alliance notre mode d'existence dans la société où l'on vit, nous, virgule, pays riches, virgule, mais aussi notre mode d'être, l'essence de ce qu'on peut être. Est-ce que nous nous réduisons effectivement à l'appât du gain et à la consommation? Est-ce que nous nous réduisons à ça? C'est très philosophique, finalement, hein, cette déclaration de Rio. Obama, dans son discours, a prononcé un mot que j'ai adoré quand il a caractérisé la crise. Ouais, j'en ai encore pour 5 minutes, je vous avertis. Il a dit « rapacité ». Voilà. Bon, eh bien, je crois que ce mot est extrêmement juste. Bien. Et donc, là, sur les modes de consommation, on n'a pas fait grand-chose et il faudrait véritablement s'y mettre parce que c'est ça qui peut changer la société. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui se passe après Rio? Il se passe un tas de conférences qui vont déboucher jusqu'en 2002. Conférence de Johannesburg. Il y a Rio, Johannesburg, et puis on attend maintenant 2012. Bon. Alors, je vais vous donner une opinion personnelle. 2002, Johannesburg, c'est un drame. Tout le monde a dit, c'est génial, c'est formidable. Enfin, l'économie a compris et le marché a compris. Et il y a des gens tout à fait de bonne foi qui ont dit, on va séparer ça. On va donner, et ça s'appelle le sommet du millénaire à l'ONU, on va donner la pauvreté aux États, et on a fait un plan contre la pauvreté, encore une fois intitulé le sommet du millénaire, alors que Rio déclinait l'environnement et le développement ensemble, à savoir la protection de l'environnement et la nécessité du développement ensemble. Et alors on a dit on va séparer les deux, on va donner aux États, à l'ONU par le sommet du millénaire, un grand programme et on va éradiquer la pauvreté, à la augmenter. Finalement, maintenant, on peut s'en rendre compte presque 10 ans, enfin pas tout à fait 10 ans après, mais 8 ans après. Et l'environnement, on va inventer des mécanismes du marché, en particulier avec les permis, pas de, hein, mais à polluer. Bon, moi je suis d'accord avec ça, on pourrait y revenir dans la discussion, parce que c'est un mécanisme intéressant. Mais on va étendre ce mécanisme général à l'ensemble de l'économie, et donc l'économie mondiale, le marché va se charger de l'environnement. Résultat, la pauvreté n'est pas éradiquée, premièrement, loin de là, elle a même augmenté dans pas mal de contrées, et le second résultat, c'est que la destruction de l'environnement s'accélère. Voilà. Et donc, je pense que Johannesburg a été un recul terrible, je le dis, j'ai écrit des choses là-dessus. On me dit, ma petite, t'es nostalgique de Rio, donc tais-toi. Mais là, aujourd'hui, je constate qu'avec un certain plaisir malin, que les gens commencent à s'en rendre compte.